Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Tech Café. Tech Café, c'est votre podcast d'actualité tech hebdomadaire avec des épisodes suppléments qui arrivent en fin de semaine et qui complètent la veille ou qui parfois prennent la forme d'interviews comme c'est le cas pour cet épisode. Je suis Guillaume Vendée, technophile enthousiaste et je suis ravi d'accueillir pour cet épisode Bertrand Misonne. Bonjour Bertrand. Bonjour Guillaume. Merci beaucoup de te joindre à moi. Notre échange fait suite à une prise de contact qu'on avait eue, que tu avais initiée par mail. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, juste pour qu'on puisse situer qui tu es? On reviendra en détail sur ton profil de manière plus complète juste après, mais si tu peux décrire aux auditeurs qui tu es. Tout à fait, je suis, 2 personnes, qui heureusement s'entendent très bien puisque, je suis un romancier. J'ai écrit, 2 romans, Été 99 et Le Nouveau Michel H, dont on va parler aujourd'hui et à côté de ça, mon boulot de jour, c'est, de travailler dans l'intelligence artificielle, comme chercheur. Je dirige une petite équipe de recherche, au sein des institutions européennes. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tu dis que ce sont 2 personnes qui s'entendent bien. Alors, j'imagine sur leur personnalité, mais aussi sur le fond de l'activité, parce qu'on va voir qu'il y a des sujets qui recoupent un petit peu ton rôle d'auteur et cette notion d'intelligence artificielle. On va en parler ensemble. Juste avant qu'on échange sur ce qu'on a prévu d'aborder ensemble, je voudrais vous rappeler que Tech Café, c'est un podcast qui est gratuit, mais que vous pouvez soutenir financièrement en vous abonnant sur une plateforme qui s'appelle Patreon, patreon.com/techcafé. Principalement, les contreparties que vous obtenez sont d'obtenir un flux qui vous permet d'écouter le podcast sans la pub et des infos exclusives et en avant-première. Et surtout, ça finance le travail qu'on mène derrière pour vous apporter chaque semaine Tech Café dans vos oreilles et désormais un petit peu plus, petit à petit, en vidéo. On espère que cette transition va se faire le mieux possible. J'ai tendance à dire, j'ai l'habitude de dire sans autre forme de procès, et échangeons ensemble sur le projet qu'on a prévu d'aborder, mais j'aimerais juste avant faire un petit préalable, c'est que euh, en analogie avec certains films qui ont des révélations, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui pourrait avoir certaines révélations. Donc on va avoir une première partie sans spoil, que vous pouvez écouter librement. Normalement, vous ne devriez pas avoir de divulgachage, comme on dit en bonne adaptation francophone. Et puis, à un moment dans l'épisode, on va basculer à une version spoil. Donc, c'est pas un grand secret qui sera révélé, qui gâcherait fondamentalement votre expérience de consommation du livre qu'on va aborder dans cet épisode. Mais quand même, ça pourrait un petit peu gâcher votre effet de surprise. Et peut-être d'ailleurs que vous avez un pressentiment sur ce que pourrait être cette révélation. Mais je préfère quand même faire en toute transparence cet avertissement. Donc commençons déjà sur une première partie sans spoil et donc sans autre forme de procès. Bertrand, dis-nous plus en détail, qui es-tu et quelles sont un petit peu tes vies? Tu nous les as décrites en quelques mots. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, respectivement, pour ta vie d'auteur et peut-être ton travail au quotidien? Je ne sais pas quel sujet tu voudrais aborder en premier. Tout à fait. On peut commencer par la vie d'auteur, hein. Donc, hem, ici en Belgique, je suis belge, heu et donc on a une vie culturelle assez bouillonnante et qui est en même temps une vie culturelle, je vais dire, qui est, satellite de celle de Paris. Et par exemple, évidemment, c'est peut-être pas connu de vos auditeurs, mais on a nos maisons d'édition, on a, nos circuits culturels, évidemment nos émissions culturelles. Et donc voilà, sans doute, peu de vos auditeurs, me connaissent, en tant qu'écrivain, mais en Belgique francophone, voilà, j'ai fait mon petit trou d'abord avec un premier roman, qui s'appelait Été 99. Alors en belge, normalement, c'est Été 99, mais on va parler la langue de nos principaux de nos auditeurs, du plus grand nombre de nos On auditeurs. écoutait aussi en Heu, Belgique, on écoutait au voilà, Québec, tu sais, on peut prendre des libertés, hein. OK. Adaptons-nous un petit peu aussi et si c'est en 99, c'est en 99, hein. Été 99. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais on pourrait demander la traduction, instantanée par l'IA là. Elle traduit vraiment les choses, on pourrait nous mettre un chouette petit accent québécois pour conquérir le marché nord-américain. Non, blague à part, oui, donc été 99, c'était un roman de jeunesse, un roman vraiment où, pour le coup, pas technophile, puisqu'on se retrouve, au début du siècle avec des jeunes qui zonent sur la route, sans, sans smartphone. Alors, ça impressionne beaucoup.
mes jeunes lecteurs, mais oui, oui, c'était possible et c'était même plutôt chouette parce qu'on se Et ça perdait fait et rêver les plus anciens, du coup. voilà, exactement. Non, mais je pense qu'il faudrait, ouais, il faudrait peut-être, lancer une agence de voyage déconnectée, parce qu'en fait, c'est très sympa de se perdre, de se rencontrer, de demander son chemin, et c'est un peu ce qui arrive au héros de ce roman. Il y a bien sûr une intrigue qui est générée par, une lettre, posthume, du père du héros et donc il y a une quête, stéganographique pour, comprendre si cette lettre, posthume, contenait, un message caché. Ça, c'était, mon roman de jeunesse. À ce moment-là, Bertrand Misonne et Bertrand de Longueville, mon nom de civil, ne se connaissaient pas, on va dire, ou en tout cas s'ignoraient et puis ils se sont rencontrés pour faire le nouveau, Michel H, qui, est un roman, effectivement où l'IA a sa place, et qui raconte en fait l'histoire, dans le milieu, des lettres parisianistes d'un sombre banquier qui débarque un peu, sur un malentendu et qui devient le nouvelle star, le nouveau phénomène littéraire. Le nouveau Michel H est une référence à Michel Houellebecq, qui je trouve représente bien, l'archétype de celui qui a été, encensé, critiqué, dont on écoute fort peu le propos finalement, mais on parle beaucoup, de lui et de ses apparitions médiatiques. Donc c'était le parfait archétype. Donc c'est un conte assez amusant, voilà, et en même temps édifiant, qui parle d'intelligence artificielle, de littérature et un petit peu de Michel Houellebecq, aussi. Et puis alors voilà, le chercheur, ben, c'est Bertrand de Longueville et donc j'ai un passé, je vais dire de scientifique des données, et avant ça, j'ai même un passé d'ingénieur en environnement. Il y a une espèce de continuum en fait, où, au début du siècle, j'étais dans la cartographie numérique, dans le traitement d'images satellites et donc on a été un peu les premiers à découvrir le big data. C'est vrai que c'est marrant parce qu'on l'a oublié ce mot quelque part, enfin cet acronyme Big Data. Il a presque un côté désuet maintenant, alors que ça a été un des socles et une des fondations de l'IA aujourd'hui, hein. Oui et alors qu'on a tendance à oublier que cette fameuse révolution IA, cette fameuse révolution ChatGPT, c'est big data plus GPU, Mm. pour faire court et pour parler, le langage de la tech. Donc on y reviendra peut-être, mais en fait, effectivement, dans mon parcours, il y a ce continuum, et là aussi, j'aime bien le dire avec les racines, d'ingénieur en environnement, d'environnemétrie, parce qu'en fait, je me souviens, mais c'était en 96 pour le coup, d'un prof à l'université qui disait: vous vous rendez compte qu'avec tous les satellites, d'observation terrestre, on a trop de données. On ne sait pas traiter toutes les données qu'on a et à l'époque, c'était absolument étonnant puisque donc les données, elles étaient générées, à la main par des observations, quoi et donc c'est ça que je dis, on avait vraiment cet esprit big data dès le début et c'est là-dedans que j'ai fait ma thèse de doctorat sur, alors il y a toujours eu chez moi le web aussi, le web 2.0, encore une étiquette désuète mais pertinente où, j'ai mis en place, un flux de traitement en fait qui allait chercher les photos de feux de forêt sur, les ancêtres des réseaux sociaux, et qui, voulait documenter et détecter les feux de forêt en observant le web, donc Mhm. voilà. Et Excellent. puis alors, dernière étape, pour faire quand même pas trop long, c'est de basculer du big data, de la science des données à l'intelligence artificielle. Et là, c'est réellement, je vais dire, je suis passé par la case, text mining, après avoir traité des données, je vais dire, structurées. Je me suis passionné pour les données textuelles et puis alors, bien sûr, là-dessus, la révolution, des transformers et des GPT a complètement, monopolisé mon énergie professionnelle. Donc voilà, j'ai une petite équipe, je travaille, pour les institutions européennes et c'est très sympa parce qu'on fait de la recherche et en même temps on aide, l'Union européenne à y voir clair dans tout ça. Eh ben, écoute, merci pour ces présentations. Tu as fait déjà un peu le synopsis du nouveau Michel H, bien mieux que je n'avais prévu de le faire, et pour cause, je pense que tu es bien mieux placé que moi pour le faire. C'est un roman, un vrai roman pour le coup, avec un employé de banque effectivement qui se rebelle, qui se retrouve plongé, effectivement, j'ai l'impression même dans une affaire littéraire qui quelque part un peu le dépasse.
Et puis, on a un style dans ces livres. Alors, en toute transparence, j'ai pas encore lu Été 99, Été 99. Je me ferai un plaisir de le lire, surtout qu'il y a cet aspect de déconnexion qui, moi, me plaît beaucoup maintenant. Et tu parles d'ailleurs tu évoquais tout à l'heure les agences de voyage déconnectées. Pour la petite anecdote, j'ai retrouvé mon fils après une semaine où il est parti en vacances avec son collège au ski en classe de neige et il est revenu. Il avait son smartphone, mais ils ont eu la possibilité de l'utiliser qu'une fois. Je pense que c'est probablement la meilleure expérience de déconnexion qu'on puisse imaginer. Bref, donc tout ça pour dire que j'ai lu ce livre et je dirais que très rapidement, j'ai eu un sentiment un peu étrange dans le style qui est indéniablement fluide et qui est quand même un peu ampoulé par moments. C'est même un petit peu curieux à lire au premier abord. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle mesure ça correspond à ton style habituel et est-ce que le style est trop différent de ce que tu as l'habitude d'écrire? Alors, effectivement, il faut toujours s'accrocher jusqu'à la page 50 ou 60 d'un livre et sur celui-ci vraiment, accrochez-vous. C'est très, très, très important, sinon vous passerez, à côté de l'expérience. Donc par rapport au style, peut-être deux anecdotes. La première, c'est, le lendemain de la sortie du livre, il y a un ami que j'estime beaucoup, qui effectivement m'envoie, un livre. Il avait lu un message, pardon, il avait lu le livre d'une traite et il utilise effectivement ce mot «ampoulé» et exactement la même chose. Il dit: «Je ne te reconnaissais pas, c'était ampoulé», mais bon, très vite je me suis, accroché à l'histoire et finalement, 3 petits points, je vous dévoile pas ma correspondance privée, mais il dit et ça finit par: «Et donc tu as vraiment réussi ton pari, bravo, c'est incroyable, il faut vraiment lire ce livre, quoi». Donc voilà, on tourne un peu autour du pot, mais oui, ce style ne doit surtout pas, effrayer. Ça, c'est la première chose. La 2e, la 2e anecdote à ce niveau-là, c'est, j'avais un bon contact avec mon éditeur, avant même de lui faire lire le manuscrit. On avait, heu, discuté du projet, j'aime bien parler de projet quand un livre n'est pas encore édité. On a discuté du projet, il avait beaucoup aimé et il dit: «Écoute, on va faire les choses dans les règles. Tu vas l'envoyer au comité de lecture et puis on va voir la fiche de lecture et puis après on en reparle, quoi». Ouais, Mais je fais une petite parenthèse à ce sujet, Bertrand, excuse-moi, avant de te laisser continuer. L'édition, enfin la maison d'édition avec laquelle tu travailles, j'utilise peut-être pas les bons termes, hein, mais a vraiment ce process de fonctionnement qui est que les auteurs se retrouvent en lien avec quelqu'un qui, dans la correspondance, enfin, doit quelque part, c'est pas la même méthode que pour la recherche avec une revue par les pairs, mais il y a quelque chose quand même d'exposition de ton livre à quelqu'un d'autre, c'est ça? parfait, oui, oui, très, très bonne parenthèse, ouvrons-la avec plaisir. Donc les éditions, Asmodée Edern ou Edern, éditions pour faire court, c'est une maison qui a été créée par une figure du monde littéraire, belge et pas que, qui s'appelle Vincent Engel et il a eu cette idée effectivement de, donner sa chance, et à de nouvelles voix, donner leur chance, pardon, à de nouvelles voix, en utilisant ce système, de plumes et d'ailes. Donc, quand un manuscrit lui tape dans l'œil, mais que le projet, il considère n'est pas abouti, parce que franchement, faire un roman, parfaitement publiable du premier coup, c'est pas facile. Et bien, à ce moment-là, il lui dit: «Écoute, tu vas être accompagné par un auteur confirmé, et on va mener le projet à bien ensemble». Donc c'est une originalité de la maison et c'est génial et ça crée, un peu, un sentiment de faire partie d'une équipe, d'une team, et un peu d'un bateau pirate d'ailleurs parce qu'il a aussi une approche un peu révolutionnaire par rapport à la gestion, des stocks et à l'impression à la demande qui est encore un tabou, dans le monde littéraire. OK. Et donc c'est une maison qui est révolutionnaire, qui est super chouette, et dont je recommande, une grande partie de la production parce qu'elle est en plus, comme je dis, la qualité est au rendez-vous. Voilà. On ferme la parenthèse, j'envoie mon manuscrit donc au comité éditorial, d'Asmodée et Lerm et là, après un petit délai, pas trop long d'ailleurs, j'étais agréablement surpris, je reçois, un feedback comme quoi ils sont intéressés de travailler avec moi, et dans la fiche de lecture, je vois, c'est un peu étrange, le style est disparate, on dirait que ça a été écrit à 4 mains.
Donc voilà, pour, revenir sur le style en poulet et la question de comment, se vit, le nouveau Michel H. Voilà, j'ai aussi beaucoup de retours sur le fait que l'histoire tourne bien et ça, c'est vrai que c'est quelque chose avant d'être écrivain, moi je en tout cas, je suis pas un homme de lettres dans le sens, j'ai pas une formation approfondie, dans la langue française. Je lis beaucoup donc je connais quand même un peu la littérature en tant que lecteur mais c'est vrai que là-dessus, je pense que ma force, c'est le storytelling. Et donc là, je pense que le feedback dit que l'histoire est bien racontée et qu'on rentre très rapidement dedans. Ouais, on rentre très rapidement dedans et même ça se lit vite. Alors c'est pas un gros volume, je crois. Enfin moi je l'ai lu en électronique, j'ai 156 du mal. pages. Voilà, bon, ouais, ça se lit, très vite et on peut très, très vite l'insérer dans son quotidien, pour en profiter. Juste avant qu'on rentre dans la partie, avec spoil, bah, du coup, une fois n'est pas coutume, mais je pense qu'on peut peut-être, préciser aux auditeurs qui, là, voudraient faire pause et qui voudraient le lire avant de passer à la suite, où est-ce qu'ils peuvent se le procurer? En fait, il est dispo partout, hein, ce livre, Bertrand? Oui, c'est assez marrant quand on fait une recherche Google, il y a même des plateformes, portugaises, canadiennes, japonaises et tout qui le proposent. C'est un peu la magie de l'édition. L'édition aussi, n'est pas restée, engoncée dans l'ère pré-technologique, donc voilà. Mais c'est vrai que comme il y a ce système d'impression à la demande, il est disponible surtout sur commande. Alors il faut savoir, parce que les librairies sont importantes dans la chaîne du livre, que, il existe des plateformes super bien faites pour commander son livre chez son libraire Mmh. et ne se déplacer qu'une seule fois, voire même se le faire envoyer par son libraire. Ça peut paraître idiot, mais il y a un enjeu, culturel, là-dessus, voilà. Sinon, bien sûr, toutes les plateformes, on ne va pas les citer ici, mais, en 2 clics, il est chez vous demain, hein, il y a pas de problème avec ça. Et place des libraires, notamment en France, qui permet de se mettre en relation avec, plus d'un millier de librairies et à mon avis, vous trouverez, rapidement votre bonheur. Eh ben, écoute, merci Bertrand. On va rester évidemment ensemble, mais on va dire au revoir aux auditeurs, aux auditrices qui préféreraient faire pause, aller le lire et qui reviendront et on les accueille à nouveau et on continue avec les personnes qui sont prêtes à écouter le divulgachage. Alors leur vie, va pas changer pour autant et leur expérience de lecture va pas être massacrée. Mais voilà, on peut faire cette petite, révélation. Je te laisse, la faire Bertrand. Oui, voilà, donc pour les courageux, d'abord, bonne lecture à ceux qui nous quittent maintenant. C'est maintenant, hein, et donc pour les courageux qui passent, au-dessus du style un peu déconcertant de la première partie, il y a une rupture narrative, à un moment donné, après quelques dizaines de pages et il à ce moment-là, il y a le narrateur qui prend la parole en jeu et qui explique qu'il a utilisé l'intelligence artificielle, générative bien sûr pour créer le livre et donc cet aveu, bah, oui, c'est un petit aveu en fait. J'étais étonné d'ailleurs, hein, quand j'ai fait ce projet, j'ai même contacté, des acteurs du monde juridique, je me suis fait conseiller par un juriste parce que je me suis dit, ça va être, un scandale énorme quoi. Utiliser l'IA et imiter Houellebecq en plus, ils vont m'envoyer tous leurs avocats, ils vont me couper en morceaux. Jusqu'à présent rien de tout ça, je touche du bois. Mais donc, c'est vrai qu'on est très, très vite, en quelques mois finalement, arrivé à cette idée que l'utilisation de l'IA, en littérature n'était pas scandaleuse. Donc je trouve qu'il y a déjà dans ma démarche expérimentale, quelque chose d'intéressant de démontrer ça, avec mon expérience. Et ensuite, parce que ça ne s'arrête pas là évidemment, c'est pas juste un aveu et puis on continue l'histoire de Jean-Pierre. Il y a une espèce d'histoire parallèle qui s'installe, avec le lecteur. En fait, on discute de ce qui est en train de se passer, dans son expérience de lecteur, mais aussi dans, je vais dire le monde du livre, mais le monde en général, par rapport à l'irruption de l'intelligence artificielle générative dans nos imaginaires. Parce que, finalement, l'enjeu, c'est ça et c'est pas que propre au livre. Il y a ça dans les médias, audiovisuels, bien sûr, et donc, je pense que, là, on se retrouve avec, ah, 2 lectures parallèles qui se complètent évidemment fortement. C'est quand même l'histoire de notre bon vieux Jean-Pierre, le banquier rebelle qui a beaucoup de problèmes. Lui, par contre, il se fait attaquer par un avocat, Oui. vraiment un personnage savoureux et il se fait défendre par une influenceuse, en vogue qui représente justement,
je vais dire cette vision un peu décomplexée de la technologie et donc l'opposition entre les 2 est très fertile, et très amusante. Donc ça, c'est l'histoire au premier degré et puis l'histoire au second degré, c'est, vous je voudrais que vous refermiez le livre et que vous vous disiez: «Ah oui, il y a des enjeux extrêmement importants, extrêmement humains dans la manière dont on va laisser l'intelligence artificielle, s'insérer dans nos imaginaires». Comment dans les faits, comment ça s'est passé? Tu en parles un petit peu, mais tu utilisais, ChatGPT, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, j'ai au boulot, une myriade de grands modèles de langage, mais par pure éthique, j'ai utilisé mon ChatGPT, commercial. Donc je ne suis Ouais, pas amusé à tester, d'autres modèles de langage. Et c'était à l'époque 3.5 aussi, donc, ouais, pardonnez son style en poulet. Je pense que ça ira beaucoup mieux. Et ouais, d'ailleurs, oui, c'est la fameuse parce que là aussi, tout le monde me revient, dans les des séances de dédicaces, les rencontres, les conférences. «Oui, mais bon, voilà, c'est cool, vous avez démontré que quand même une machine ne sera jamais capable de faire un bon roman». Et je dis: «Attendez, hein, attendez, on n'a encore rien vu là, c'est la l'IA agentique, elle arrive, elle va pouvoir, découper le processus d'écriture en petits morceaux, elle va pouvoir, utiliser le bon LLM, le bon processus, pour la bonne, partie du bouquin, donc attention». Mais bref, là, c'était vraiment rudimentaire et d'ailleurs, j'ai énormément retravaillé le texte. Il y a de nouveau une anecdote amusante, c'est qu'avec mon aile, Rémi Bertrand, qui lui est vraiment un orfèvre de la langue française. c'est le troisième Bertrand. Voilà, exactement, c'est le 3e Bertrand, et qui donc est la personne avec qui j'ai finalisé, mon manuscrit. Il m'a énormément aidé à gommer, les défauts, de ChatGPT, donc de GPT 3.5 pour le coup. Hem Et à un moment donné, j'ai même dû lui dire: «Stop, arrête, on va dénaturer le truc. Il faut que les gens aient cette C'est expérience vrai? de lecture déconcertante». Et donc on a mis en place un système de joker où 2 fois par chapitre, je pouvais laisser une grosse, patate, un beau gros cliché bien gluant du style: «La sonnette fendit l'air matinal» ou, «Il fut surpris comme un animal dans les phares d'une voiture». Ouais. Et donc, là aussi, ça fait partie de l'expérience et ça fait partie du risque que j'ai pris de finalement publier quelque chose qui, d'un point de vue purement littéraire, n'a peut-être pas la top qualité que j'aurais pu moi-même, peut-être faire si j'avais fait, autrement. J'ai d'ailleurs pris, une critique, qui pique récemment dans Le Soir, un grand quotidien, de ici en Belgique, qui m'a mis 2 étoiles sur 5 en disant, justement ce genre de reproches. Et c'est assez amusant parce que moi, ce genre de critique, je les appelle la team Jean-Pierre, en fait. Eh C'est des oui, gens qui n'acceptent pas que, je raconte 2 histoires. Eux, ils voulaient juste l'histoire de Jean-Pierre. Ils voulaient juste: «Oui, mais allez, on s'en fout de l'IA, raconte un peu Jean-Pierre, qu'est-ce qu'il devient?» Et compagnie. Et je trouve ça vraiment fascinant parce que, c'est peut-être une attitude justement de déni par rapport aux enjeux technologiques qui, et ça c'est mon côté un peu Cassandre, qui sont dangereux, donc voilà, je suis pas vexé pour les 2 étoiles sur 5, mais, quand même, en même temps, je crois que vous êtes passé à côté du sujet, monsieur le critique. mmh. C'est possible qu'il y ait une évaluation qui passe à côté de l'enjeu et du propos. Après bon, c'est de bonne guerre, hein, quelque part, puisque ton message, il est quelque part pas aussi explicite que ça. Je l'entretiens moi-même avec cette interview, donc peut-être que la manière dont on amène les choses peut les bousculer. Moi, 2 étoiles, c'est peut-être sévère. Je les laisse dans leur critique littéraire, c'est pas mon métier. Ce qui est intéressant aussi, tu évoques dans le livre, dans ces parties où c'est le narrateur qui reprend le fil, tu dis que tu conserves un inventaire. Pardon. Tu dis que tu conserves un inventaire précis de qui, entre ChatGPT et toi, a formulé quoi. Je cite, et à la phrase, au mot, au site de ponctuation près. Ça a été rendu possible par l'utilisation opportune de la fonction suivi de modification de mon outil de traitement de texte. J'ai en outre enregistré dans un fichier à part, par ordre chronologique, chacune des 56 instructions, donc bien plus qu'une par chapitre, que j'ai fourni à ChatGPT. Bravo Jean-Pierre, ce pur réflexe scientifique te sauvera peut-être des griffes d'un avatar réel de maître Guévauquian. Il y a un truc aussi que tu soulignes dans l'explication, que le narrateur explique dans le livre, c'est que plus le temps passe dans la rédaction, plus la part de ce qui est proposé par ChatGPT diminue. Ça, je trouve ça hyper intéressant, comme si finalement,
commencer les grands traits d'un canevas ou d'une toile ou du coup les premières prémices d'un ouvrage, finalement, on peut se faire plaisir, on peut lâcher les chevaux, on peut confier à une intelligence artificielle beaucoup de travail. Mais si on veut garder une cohérence, en tout cas avec GPT 3.5 et dans le contexte dans lequel tu l'as écrit, ça a ses limites. Et au bout de quelques chapitres, bah, finalement, son apport, il est de plus en plus complexe. Je veux bien que tu reviennes là-dessus. Est-ce que tu le savais? Est-ce que tu avais cette intuition? Est-ce que tu t'en es rendu compte? Est-ce que ça t'a surpris? Comment ça a fonctionné, ça, dans le travail d'écriture? Oui, tout à fait, pas du tout. Vraiment petite parenthèse pour fermer la question des critiques. Il y a aussi de très bonnes critiques, hein, je Oui, rassure et passage, oui. le fait que quelqu'un finalement me dise que toute cette histoire d'IA l'intéressait moins, exactement ce dont on est en train de parler, c'est aussi très flatteur par rapport au côté storytelling. C'est-à-dire, elle est vraiment sympa cette histoire de Jean-Pierre, de Maître Guévoquian, de Solange et compagnie, donc je suis flatté, pour ça. Donc maintenant, pour tous ceux qui s'intéressent justement au processus et aux enjeux de l'IA dans la littérature, heu, effectivement, cette question du making of, donc je ne suis pas allé trop loin dans les détails, making of dans le roman pour ne pas lasser, puis c'était pas le propos. Mais je pense qu'il y a vraiment, encore à creuser là-dessus. J'ai d'ailleurs, été contacté, ça n'a pas encore abouti jusqu'à présent par certains, universitaires, qui trouvent que ça peut être un bon sujet, pour un mémoire, pour Ah une oui, thèse, je sais pas comment on dit en France, une thèse, ouais. voilà, sur le sujet parce qu'effectivement, en ayant gardé les trad change, hein, les trad change, c'est merveilleux. Moi, je propose le prix Nobel de la paix pour l'inventeur des trad change. Donc Oh, ou pas, parce que ça doit pouvoir aussi susciter des conflits, j'imagine. ouais, ouais, non, en tout cas, c'est un très, très bon outil pour garder justement ce suivi d'un processus, qui soit juridique ou littéraire. Et ici, en l'occurrence, effectivement, je voulais garder ça, sous la main parce que je voulais pouvoir me replonger d'un point de vue scientifique, en fait, sur ce qui s'est passé. Et donc ce qui s'est passé, tu l'as très bien, résumé, c'est que, plus je l'utilisais, plus ça décrochait. Ou mon utilisation a évolué aussi. Le premier prompt, ça je le mets dans le bouquin, c'est de demander simplement, voilà, un type, prend son café, c'est le matin, on sonne à la porte et là, surprise, voilà. Et je lui avais demandé d'ailleurs au départ de le faire à la manière de Houellebecq, de Villon et de Camus. Oui. Heu et j'ai été bluffé, mais méga bluffé, c'est-à-dire c'était incroyable. J'avais l'impression il choisissait un prénom qui avait du sens, il avait, cette capacité à sortir des thèmes et des allégories qui correspondaient vraiment, aux auteurs. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, que je trouve qui est absolument phénoménalement intéressant, dans les grands modèles de langage, c'est leur capacité à se jeter dans une subjectivité, d'un personnage, d'impersonnifier quelqu'un. Il y a d'ailleurs des recherches qui sont absolument magnifiques sur, la simulation, de réactions de population à des stimuli, à des crises par exemple et cetera. C'est ce qu'on a synthetic populations, en promptant en fait des dizaines et des dizaines et voire des milliers, de chatbots en parallèle, pour les exposer à des situations. Donc soit le côté se projeter dans une subjectivité est absolument magnifique. Après, comme tout le monde, on est bluffé, mais plus on relit, plus on se rend compte que c'est quand même un petit peu une couche de guimauve au-dessus, d'un français un peu empoulé, en fait. Donc Ouais. c'était pas du Houellebecq que j'avais en face de moi, mais c'est pas ça l'important, c'est que ça m'a donné envie, de raconter l'histoire de ce Jean-Pierre, et de faire un livre un peu, une histoire un peu Houellebecquienne, là-dessus. Donc là, il y avait ça, c'est l'étincelle. Et puis après, je l'utilise, de nouveau, je me mets dans la position du storyteller, du showrunner, on va dire, de l'histoire que je suis en train de raconter. Et là, de plus en plus, je l'utilise en fait comme un assistant, quoi. «Ah écoute, voilà, ils vont se rencontrer dans un café, tu peux un petit peu me mettre en scène le truc, voilà, lui il est comme ça, elle est comme ça». Mmh. Et donc voilà. Et puis au final, beh, le vrai Bertrand Bisonne des origines de d'été 99 a repris le dessus et je dis: «Non, non, mais je vais le raconter moi ça, c'est trop bien». Donc je pense que ça, il y a le côté, c'est une expérience artistique qui est intéressante à raconter. Je te remercie de me donner l'occasion. Mais c'est aussi, une expérience qui scientifiquement pourrait être intéressante à observer, quoi. Observer l'humain créatif, dans son processus de création, augmenté par, l'intelligence artificielle. Ouais, et puis ça toucherait sans doute à beaucoup d'aspects, notamment la sociologie,
Voilà, la linguistique, ce serait captivant. Et on va d'ailleurs aborder juste un autre aspect rapidement de la linguistique qui m'a moi, interpellé. Je te cite, dans la première partie, je vous l'ai dit, j'effectue au moins autant de modifications qu'elle ne compte de phrases, soit environ 600. Mais ce métrique est peu informatif, sachant qu'une modification peut consister en la suppression d'une virgule, en la correction d'une faute d'orthographe, car oui, j'ai découvert avec étonnement, l'IA, si celle-ci s'avère courante, comme et en fait, l'IA en fait, si celle-ci s'avère courante, comme sibyllin, avec un Y en premier au lieu du Y dans la deuxième syllabe, en l'insertion d'une phrase un peu trash. Donc là, tu fais effectivement référence aussi à ce besoin de te rapprocher du style de Welbeck. Et puis sans compter les innombrables répétitions, par exemple vie et existence, mots sur lesquels l'IA m'a fait une véritable fixette. Abus d'adjectifs, d'adverbes, de verbes auxiliaires tels que sembler ou commencer, tics de langage en tout genre comme teinté de, emprunt de, mêlé de, métaphores stéréotypées. Il y a quand même ce style. Est-ce que tu as refait depuis l'exercice avec d'autres modèles de langage, ne serait-ce que sur des petites parties ou dans des exercices analogues, même s'ils ne sont pas de la dimension de l'écriture d'un roman? Est-ce que tu penses que ça a pu évoluer là-dessus? Et est-ce que ce serait de nature à fondamentalement bouleverser la manière dont ça peut aider à l'écriture? Parce que là, ça a eu un rôle donné, tu témoignes de ce qui a été, mais on sait qu'en matière d'intelligence artificielle, on le voit dans le podcast et je pense que tu le vois dans ton travail au quotidien, ça va à une vitesse folle. Et là, j'imagine que ce qui arrive en ce moment, on enregistre en mars 2025, ça a explosé peut-être ces points de repère. Je veux bien que tu nous touches quelques mots sur cette expérience, ton constat de ces fautes d'orthographe, et puis de ce style un peu empoulé et de ces espèces de défauts d'écriture. Est-ce que tu penses qu'il subsisterait encore aujourd'hui en mars 2025? Oui, je pense. En tout cas, moi dans ma pratique, professionnelle aussi, je trouve qu'il y a une patte, une patte, IA et peut-être même une patte par modèle. J'ai jamais fait vraiment l'effort moi-même et j'y suis exposé, toute la journée. On sait d'ailleurs qu'il y a des recherches qui ont montré que, certains mots effectivement, sont surfréquents et dans la langue anglaise, c'est absolument intéressant d'ailleurs parce que, on a trouvé qu'il y avait des mots, qui avaient tendance à être plus utilisés, en Afrique australe. Et donc il faut savoir que, il y a beaucoup de travailleurs, pas chers, d'Afrique, de l'Est et australe qui sont engagés par les grandes boîtes et notamment OpenAI pour faire de l'alignement. Et donc, on retrouve les types de langage, de ces prolétaires de l'IA, dans le résultat des modèles. Je pense à un mot comme delve, par exemple, qui est utilisé pour un I'll delve into, je vais approfondir, des choses comme ça. Et donc je trouve ça fascinant, de nouveau d'observer ce phénomène. Effectivement, c'est de la linguistique, c'est pas mon domaine, mais c'est très intéressant. Donc dans le passage que tu as lu, il y a 2 choses. La faute d'orthographe, c'est très intéressant parce que ça souligne à quel point, ça ne fait que reproduire, ce que nous lui avons donné. Et donc, on parle des biais dans l'IA à longueur de temps, mais là, c'est absolument amusant. En fait, si tout le monde se trompe, elle se trompera avec nous. C'est quelque chose qui est vraiment fascinant de constater. Par rapport au tic de langage et cetera, je pense que ça va s'améliorer parce que simplement techniquement, il faut se rappeler qu'un un modèle, de type GPT, c'est un réseau neuronal qui, a des modèles probabilistes pour mettre un mot derrière l'autre. Donc il suffit de bidouiller un peu la probabilité des mots pour avoir un style un peu moins prévisible. C'est d'ailleurs utilisé en watermarking, ça c'est absolument fascinant. C'est une des techniques qu'ils essaient d'utiliser, pour reconnaître que ça a été, créé par de l'IA, de bidouiller de manière, précodée, la probabilité d'un mot pour se dire: «Voilà, ça c'est l'IA qui l'a écrit parce que, un humain n'aurait jamais utilisé ce mot-là à tel endroit», quoi. Ouais, on en avait parlé effectivement. Je me rappelle dans Tech Café, on avait abordé ce sujet-là et qui était une solution de watermarking. Euh, J'en viens à deux notions que j'aimerais qu'on aborde ensemble, Bertrand. La première, c'est la volonté, la démarche que tu as eue. Quel est le message que tu voulais porter quelque part? Et juste évoquer ce sujet de plaisir. Je cite, j'ai pris un énorme plaisir à collaborer avec l'IA, mais en même temps, j'ai ressenti un besoin graduel de m'en affranchir. Donc, je veux bien qu'on parle de l'intention que tu as eue derrière cet ouvrage, derrière cette démarche.
la conclusion que tu en as eue, qu'est-ce que tu en as appris et quels enseignements tu voudrais partager? J'ai des messages, je fais passer des messages, mais c'est surtout, des questions ou des appels à se positionner, de la part du lecteur que je fais parce que j'avais pas envie, de faire un roman à thèse ou un essai, quoi. Donc il y a des choses qui passent en filigrane, mais j'avais pas envie de dire: «Attention à ci, à ça, il faut faire ci, il faut faire ça». Heu, Par contre, justement, c'est ça que c'est vraiment une démarche, expérientielle dans tous les sens du terme. C'est que, je voulais qu'on vive une expérience ensemble, le lecteur et moi, et je voulais raconter mon expérience. Et donc mon expérience, c'est celle sans doute, de beaucoup d'entre nous, hein. C'est quand même, une stupéfaction, absolument, incommensurable, on va dire, face, au progrès de l'IA générative, ces dernières années. Je veux dire, je travaillais dans le traitement automatique de la langue, avant. Donc c'est vrai que la révolution a commencé plutôt en 2017-2018 avec les Transformers, avec BERT et compagnie. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où c'est devenu conversationnel, c'est vraiment rentré dans l'imaginaire des gens. Donc là, on est vraiment dans, pour moi, quelque chose de révolutionnaire, au moins autant que l'internet et l'électricité. C'est les 2 ruptures que j'aime bien donner. Hem et donc il y a d'abord cet ébahissement. Bon, ouais, on l'a tous vécu, à la limite, maintenant on est un peu dans la contre-hype, quoi. Oui, encore, machin, mais c'est vrai qu'il faut se rendre compte à quel point c'est ébahissant, c'est-à-dire d'avoir, finalement le test de Turing, ouais, fingers in the nose, quoi. On n'en parle même plus, c'est pas ça la question, une machine se fera passer pour un humain sans problème, dans de nombreuses, circonstances. Donc on a vraiment accéléré, le temps du progrès. Et alors mon autre message, là-dessus, c'est: oui, mais qu'est-ce qu'il y a derrière la stupéfaction? Parce que ces technologies sont, comme je le disais, plus tôt dans l'émission, capables de s'insérer dans notre imaginaire. J'aime un exemple récent, c'est, j'essaie de pas doom scroller parce que j'engueule tout le temps mes enfants, donc je vais pas le faire moi-même, mais ça m'arrive de perdre du temps sur ces maudits reels, et la machine a détecté, par exemple, que j'étais sensible, l'algorithme a détecté que j'étais sensible, aux histoires où on sauve des petits animaux innocents, et en fait, je sais pas si tu les observes aussi, Guillaume, si vous en avez parlé, je vous écoute, souvent, mais j'ai peut-être loupé ça, mais ces vidéos, d'animal rescue complètement générées par l'IA, en fait, complètement, qui clochent complètement, avec un bébé guépard qui est couché sur le dos parce qu'il est malade, ça n'a pas de sens. Mais voilà, et on l'aide, ou alors un bébé dauphin qui se fait retirer des coquillages, mais on croit que c'est des aliens, je sais pas très bien. Donc ça rentre dans notre imaginaire. C'est-à-dire qu'on a un nouveau réel, d'ailleurs Reels réel, c'est assez marrant, qui s'impose à nous et qui est plus beau, plus stupéfiant, plus intéressant que le réel. Donc il y a tout à nouveau le positionnement auquel j'essaie de résister du prophète de malheur, en disant: «Mais voilà, le premier pas dans la matrice, on l'a fait». Et en même temps, il y a ce côté, mais cultivons notre humanité et n'ayons pas peur des machines. C'est tellement génial de créer avec l'IA, et donc on doit tous le faire. Donc voilà, un message ambivalent, mais je pense un message, je l'espère, un message inspirant. On a abordé, pour faire écho à ce que tu dis sur, ces vidéos générées par IA sur les sauvetages d'animaux. Vous pouvez écouter l'épisode qui a été diffusé le 26 mars, donc au moment où on enregistre, il y a quelques jours, dont le titre est «Nvidia et les usines à tokens». Donc on parle, évidemment des annonces de la GTC de Nvidia, mais on parle aussi dans cet épisode de, ce phénomène lié à la génération de contenu par intelligence artificielle en vidéo et le fonctionnement même, structurel des réseaux sociaux qui amène à ce que, finalement, la quantité, déborde sur, la qualité, parce que sur cette espèce de diffusion type brute force comme on le fait en sécurité ou en hacking, à diffuser tout ce qu'on peut, pour espérer avoir la bonne formule, finalement, je pense que c'est une bonne illustration ce que tu dis, c'est que finalement parmi l'éventail massif de tout ce qui va sortir, il y aura des choses qui vont parler à toi, Bertrand, à ton profil, qui vont me parler à moi, des choses qui seraient pas facilement sorties, ou en tout cas pas sorties dans les mêmes quantités. Et sur ces aspects-là des choses, il y a effectivement toujours une réponse ambivalente à avoir, j'imagine. C'est que il y a une formidable créativité qui se manifeste. Il faut pas la nier, il faut pas la rejeter, il faut l'étudier. Mais évidemment, il y a des effets de bord derrière, avec beaucoup d'autres choses qu'on peut imaginer comme étant du contenu type slop, comme on l'appelle maintenant,
qui va un petit peu noyer la qualité de l'information qu'on retrouve sur ces plateformes. Et quelque part, j'ai l'impression que ça accentue le rôle de ces plateformes, c'est-à-dire que sur les aspects positifs des réseaux sociaux, de ce que ça peut apporter en termes d'information et de créativité légitime, eh ben, ça va les propulser encore plus loin. Et par contre, sur le bruit ambiant généré par tout ce qui est négatif, j'ai l'impression que là aussi, ça va l'amplifier. Donc, quelque part, les réseaux sociaux vont être encore plus des réseaux sociaux, alors que la part de l'humain va probablement diminuer. Une petite ultime question, Bertrand. Tu l'abordes là aussi dans le livre. De ton point de vue, est-ce qu'il faut être poli avec une IA? Toi, quand tu lui donnais tes instructions pour l'écriture du livre, est-ce que tu lui ponctuais des s'il te plaît, des pourrais-tu, je te prie, ou est-ce que tu y allais en interaction brutale comme si c'était une vulgaire machine? Non, alors moi je suis de ceux qui, comme pour les machines, comme pour les animaux d'ailleurs, je pense qu'il faut bien les traiter parce que, sinon on est une moins bonne personne. C'est-à-dire je suis humaniste, donc je mets l'humain d'abord, mais donc c'est important d'être poli simplement déjà pour soi. Et puis il y a effectivement cette petite anecdote, que je raconte dans le roman, qui a été, objectivée, par plusieurs recherches où en fait, de nouveau le comportement, qui a des, heu, des racines stochastiques, on va dire, donc probabilistes, de ces machines, ben, est conditionné par ce qu'elle a vu et donc elle a vu que les gens qui se parlaient poliment, étaient plus coopérants les uns avec les autres et donc va avoir tendance à se mettre dans le même mindset, c'est pas ça du tout, mais en anthropomorphisme et l'idée en tout cas, c'est qu'on a des meilleurs résultats, visiblement quand on est poli. Alors là, de nouveau, ça peut avoir changé depuis parce que les modèles évoluent, et j'ai même vu, dans un toolkit IA, un système prompt, qui promettait 1 000 $ au modèle, s'il faisait bien son boulot et donc c'est assez marrant. Il y a des mécanismes de récompense et des mécanismes d'interaction qui sont reproduits, par la machine de manière complètement, hem, heu probabiliste en fait, ça n'a rien à voir. Elle n'est ni polie, ni greedy, elle a envie elle n'a pas du gain, mais elle se comporte, comme si c'est aussi une question très intéressante par rapport à l'anthropomorphisation, sachant que l'étape suivante, c'est que ces machines, elles vont se retrouver dans le vrai monde, sous forme de robots. Ça me rappelle des discussions qu'on avait eues avec l'arrivée des assistants connectés, c'est les Google Home, etc. On avait parlé de ça à l'époque dans Tech Café quand ça arrivait. Et elle est loin cette époque, mais on avait des positions dans le podcast de certains intervenants qui évoquaient le fait que il fallait surtout pas être poli avec parce que justement ça leur donnait une place d'un point de vue sociétal qui était trop importante. Bon, c'est des réflexions de l'époque, hein, et il y aurait matière aussi à développer. Je voudrais commencer à conclure, Bertrand. Je voudrais te citer en fait dans ce livre, puisqu'il y a un passage qui m'a un petit peu marqué, sur notre propension à nous, humains, à nous reposer sur une vulgaire machine pour nous fournir des raisons essentielles de nous émouvoir, de nous dépasser, de réaliser nos rêves. Il me suffit de penser à mon papa. Pour lui, les vacances, c'était surtout et avant tout la route des vacances. Des semaines à l'avance, il étudiait les cartes, relisait les notes des années précédentes, échafaudait des arbres décisionnels complexes, en tenant compte d'une multitude de paramètres, distance, dénivelé, qualité des installations, des aires de service, variété des paysages, traversée, risque d'embouteillage, nature du revêtement, afin de statuer sur le chemin à parcourir au volant de sa Peugeot pour nous mener jusqu'à la vallée verdoyante qui voyait chaque année se dérouler nos vacances estivales. Puis il a acheté un GPS. Voilà. Je trouvais ça assez remarquable et c'était une belle analogie quelque part, non? Ah j'en ai les larmes aux yeux rien que de vous entendre. Heu, non, non, mais ouais, effectivement, c'est peut-être, vraiment un concentré, du propos quand je disais que ça s'installe dans nos imaginaires, mais est-ce qu'on veut réellement une machine qui soit le GPS de nos rêves, en fait, hein? Et je pense, que c'est ce qui risque d'arriver, c'est peut-être ce qui est déjà, en train d'arriver. Tu le disais Guillaume avec le pouvoir finalement qu'ont les réseaux sociaux sur notre Mmh. perception du monde et sur nos rêves. Mais donc, ouais, voilà, c'est peut-être, heu, cette émotion, que tu viens de retranscrire qui est ce que je souhaiterais que chaque, lecteur garde dans son cœur. Merci beaucoup, Bertrand, pour la participation à cet épisode, pour avoir répondu à mes questions et pour ta disponibilité.
le nouveau Michel H. Vous aurez un lien dans les notes de l'épisode. Est-ce que tu peux indiquer aux personnes qui nous écoutent et peut-être qui nous regardent en vidéo où est-ce qu'on peut te retrouver? Oui, tout à fait. Donc, sur le web, je suis, sur Instagram, donc c'est vraiment là que qu'il faut me suivre et j'ai, à l'ancienne un site web, bertrand-misone.eu où je mets un peu l'actualité et pour ceux qui veulent un peu découvrir mon univers, prendre un peu le temps de découvrir, mon univers et puis, voilà, là-dessus je posterai dans la vraie vie, mais toujours beaucoup sur la Belgique francophone. J'ai un petit, tour promotionnel ici, dans les mois qui viennent donc, je vais pas mal parler en public, donc pour ceux que ça intéresse et pour, les auditeurs, je veux dire qui sont dans le coin, ben, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, ça me fera plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous qui avez écouté cet épisode et qui avez peut-être regardé la vidéo. Vous me retrouvez principalement sur Blue Sky. Je suis Guillaume Vendée. Si jamais vous voulez vous abonner à Tech Café, c'est un podcast que vous retrouverez dans votre application de podcast habituelle. Et bien entendu, si vous nous écoutez depuis un moment, si jamais vous voulez me soutenir dans cette démarche, dans mon travail au quotidien maintenant qui est de vous apporter ce contenu, rendez-vous sur patreon.com/techcafé pour profiter de quelques contreparties et surtout l'assurance de faire délivrer Tech Café le plus longtemps possible dans vos oreilles. Merci beaucoup Bertrand, merci beaucoup à vous pour votre fidélité. Rendez-vous dans quelques jours dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Au revoir.